Bon, voici donc une carte. Alors il faut retenir deux choses, hein. On peut faire, je suis géographe de base, donc de formation, donc je peux faire des heures avec ça. Mais ce qu'il faut retenir deux choses, c'est que tout d'abord le Vietnam est aussi gourmand que la Chine en termes de souveraineté, puisqu'il demande la totalité des paracels et la totalité des Spratleys. Et puis deuxième élément qui était fort intéressant, c'est ici, ça a déjà été dit par M. Jorlan, c'est-à-dire qu'en 2000, malgré tout, la Chine et le Vietnam ont réussi à s'entendre pour fixer la limite territoriale maritime dans le golfe du Tonkin. Ce qui a été pendant toutes les années 2000 considéré comme un objectif, du moins comme un motif d'espoir pour le règlement de ce conflit. Aujourd'hui, on n'en est plus là malheureusement. Bon, dans la deuxième diapositive, ici, alors bon, les traits denses, hein, donc je vais en extirper les éléments essentiels. Ce qu'il faut retenir, c'est quelle est la position et quel est le discours du Vietnam sur cette question. Alors, elle parle d'une triple légitimité. La première légitimité serait une légitimité historique. Elle utilise d'ailleurs généralement les mêmes arguments que la Chine, c'est-à-dire que depuis très longtemps, les paracels et les Spratleys ont été sillonnés par des pêcheurs vietnamiens. Je ne rentrerai pas dans les détails là-dessus, puisque je pense qu'il y a un panel cet après-midi qui parlera un petit peu de ces dimensions un peu juridiques. Elle parle d'une deuxième légitimité qui est une légitimité juridique. Donc elle s'appuie, elle, sur Montego Bay. D'ailleurs, elle a déposé, tout comme les Philippines, une démarche auprès du tribunal international. J'y reviendrai dans quelques minutes. Et puis une troisième légitimité qui est un peu bizarre, qu'elle appelle la légitimité géographique. Le Vietnam dit régulièrement elle doit revendiquer les paracels et les Spratleys, puisque les paracels et les Spratleys seraient bien plus proches des côtes vietnamiennes que des côtes chinoises. Ce qui n'est pas vrai pour les paracels, puisque c'est quasiment à mi-distance, et ce qui est vrai, effectivement, pour les Spratleys, bien à ce moment-là, cet argument ne fonctionne plus avec Brunei, avec la Malaisie et avec les Philippines, bien sûr. Deuxième élément, bon, ça avait sans doute été dit en 2012. À partir de 2009, on note une accélération de la position du Vietnam, un durcissement de la Chine. En 2009, j'en dirai pas plus, M. Thiertret en parlera sans doute. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2011, donc, des manifestations anti-chinoises ont éclaté au Vietnam. Alors, ce qu'il ne faut jamais oublier dans cette question entre le Vietnam et la Chine, c'est que la vie politique et la géopolitique interne du Vietnam commandent aussi et beaucoup cette question et la position vis-à-vis de la Chine. Bon, très rapidement, il y a eu 11 semaines de manifestations. Les manifestations avaient lieu tous les dimanches. Elles étaient cadrées, très organisées, uniquement à Hanoï et uniquement à Ho Chi Minh Ville. Vous doutez bien que ces manifestations ont été organisées, structurées, encadrées par le gouvernement vietnamien. Le vietnamien, on dit stop à partir de la 8e, 9e ou 10e semaine, puisqu'ils se sont rendus compte que les manifestations anti-chinoises étaient venues des manifestations antinationalistes et anti-partis. Mais on pourra y revenir, si vous voulez, sur les questions tout à l'heure. Ce qui nous amène donc depuis 2012, hein, donc depuis le dernier colloque d'octobre. Bon, quelques éléments qu'il faut ressortir. Donc, il est vrai que depuis que le Vietnam a fait des paracels une division maritime, donc une division administrative militaire assez forte, il y a donc une présence militaire maritime plus importante de la Chine dans cette région, ce qui, bien évidemment, a multiplié pendant toute l'année 2012 les conflits, les accrochages, sur une base quasiment journalière. Hein. On n'en parle pas tous les jours, même y compris dans les médias vietnamiens ou chinois, c'est sur une base régulière. Il y a des marins vietnamiens qui sont emprisonnés tous les jours et relâchés également tous les jours. Hein. Donc c'est quelque chose qui est quotidien. Malgré tout, en 2013, il y avait là aussi des motifs d'espoir, malgré quelques manifestations anti-chinoises d'ailleurs qui ont été très vite arrêtées par le gouvernement vietnamien, qui avait été échaudé par ce qui s'était passé en 2011, donc qui a stoppé assez vite les manifestations anti-chinoises en 2013, puisqu'on a vu un balai diplomatique entre la Chine et le Vietnam. Le président Sang s'est rendu en Chine en juin, et ensuite Li Keqiang s'est rendu en octobre au Vietnam, ce qui a permis d'apaiser énormément les tensions entre la Chine et le Vietnam. Janvier 2014, là, contre toute attente, ou du moins les Vietnamiens n'ont pas vu le coup venir, la Chine donc demande et indique qu'à partir du 1er janvier 2014, elle demandera à tous les chalutiers vietnamiens et même tous les chalutiers étrangers de demander l'autorisation pour pouvoir aller pêcher dans les atolls des paracels et des Spratleys.
Inutile de vous dire que tout ça a irrité fortement les Vietnamiens, d'autant que quelques mois plus tard, ils ont indiqué qu'à partir du mi-mai jusqu'au 1er août 2014, la pêche serait interdite pour tout navire étranger. D'ailleurs, ils ont refait cette déclaration il y a quelques jours pour 2015. Entre mi-mai et le 1er août 2015, la Chine interdit à tous les chalutiers d'aller pêcher au Paracel et au Spratley. En 2014, ça a déjà été évoqué par M. Jorland, donc inutile de préciser, c'est un événement que vous connaissez tous, c'est la plateforme qui se rend donc dans la zone économique exclusive du Vietnam. Tout ça donc a débouché sur des manifestations anti-chinoises, mais qui cette fois ont dégénéré. Elles ont été visiblement le gouvernement vietnamien a été dépassé par les événements. Alors là encore, c'est la lecture qu'on a de l'étranger. De l'intérieur, sachez quand même que tous ces débordements étaient assez localisés. Ils étaient localisés généralement dans les zones industrielles. Ce n'est pas uniquement les entreprises chinoises qui ont été attaquées, mais également les entreprises taïwanaises, sud-coréennes, y compris japonaises, alors que le Japon est un partenaire bilatéral très important pour le Vietnam. Alors il y a bien sûr eu, d'après les chiffres officiels, 2 morts chinois et des centaines de Chinois qui sont partis, qui ont fui le pays assez rapidement. La Chine d'ailleurs a envoyé des bâtiments pour récupérer des ressortissants chinois et beaucoup sont également passés à la frontière cambodgienne et sont partis se réfugier au Vietnam. Décembre 2014, là encore contre toute attente, le Vietnam a entamé donc la même procédure que les Philippines 23 mois plus tard, 23 mois après les Philippines. Et je dis contre toute attente puisque quand les Philippines avaient engagé cette procédure, le Vietnam avait dit que c'était une démarche un peu cavalière et il n'avait pas du tout soutenu les Philippines à ce moment-là. Alors on peut comprendre un peu plus tard pourquoi est-ce que le Vietnam entame cette démarche, mais 23 mois plus tôt, c'est une démarche qu'elle n'envisageait pas. Donc c'est intéressant, là aussi on pourra y revenir lors des débats. On est actuellement plutôt dans une période d'accalmie qui est très relative, mais depuis début 2015, donc à part, comme je viens de vous le dire, cette décision de la Chine d'interdire la pêche jusqu'à août, il y a des accrochages certes, mais pas d'accrochages importants. C'est bien d'illustrer ce dont on parle depuis tout à l'heure, puisqu'on parle de cette construction d'île artificielle. J'ai pris un exemple parmi tant d'autres, Johnson South Reef, qui est intéressant, puisque c'est une île qui appartenait aux Vietnamiens jusqu'en 1988, et les Chinois l'ont annexée à partir de 1988. Voilà à quoi elle ressemblait donc en 1988. Et voilà à quoi elle ressemble aujourd'hui. Alors c'est peut-être... Ah, bah oui, il faut peut-être que je change de diapositive, ça serait mieux. Alors, je m'en excuse, c'est tout en bas. Donc quand on parle d'endiguement, quand on parle de construction d'ailes artificielles, voilà à quoi ça correspond. On peut voir ici l'ancien site. L'ancien site est ici, il est là. Donc d'une superficie de 14 terrains de football. Alors je ne sais pas combien ça fait en terrain de cricket, mais en tout cas c'est pour fixer un petit peu les idées. Donc 14 terrains de football. Alors les exemples sont plusieurs, il y en a plusieurs exemples, à peu près une dizaine, 8, 9, 7. On n'est pas tous d'accord sur les chiffres généralement. Vous pouvez lire 100 articles, les 100 articles auront des chiffres différents, bien évidemment. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans la diapo précédente, j'indiquais que Pékin rattrape son retard. Oui, parce que ce n'est pas Pékin qui a commencé, qui a ouvert les hostilités en termes d'endiguement, en termes de construction et d'élargissement d'îles. Voici par exemple l'exemple de Suswesky, qui est donc une île vietnamienne, où les Vietnamiens ont construit donc bien avant 2014, bien avant que les Chinois entament la construction d'îlots, avaient construit donc un port. Alors officiellement, les Vietnamiens ils disent que c'est un port pour protéger les chalutiers vietnamiens contre les intempéries. Ça a été dit, c'est une zone qui est soumise aux cyclones tropicaux. Alors quand je disais qu'on n'est pas tous d'accord donc, sur le nombre d'îles attribuées à chaque pays, voilà l'exemple. Donc cette carte est intéressante puisqu'elle permet de nous voir tout d'abord, contrairement souvent aux idées reçues, c'est que la première puissance au Spratley, c'est le Vietnam qui possède le plus d'îles, et c'est également le Vietnam qui possède le plus de garnisons, en fait, d'hommes militaires postés sur les îles. Alors,
bien évidemment, les chiffres sont très approximatifs, hein, personne ne les connaît en réalité, d'autant que tout s'accélère depuis début 2014 du côté de la Chine, où on sait qu'au minimum, la population chinoise sur les Spratlets aurait été multipliée par 3 ou par 4. Ça, c'est les chiffres au minima. Donc, généralement, avec la Chine, il faut toujours doubler les chiffres officiels, doubler ou tripler. Alors, quel est le constat du côté vietnamien depuis 2012? Donc ça, c'est incontestable. Il y a une multiplication des accrochages en mer de Chine méridionale, donc, et aux Paracels et aux Spratlets, surtout aux Paracels, il faut bien le dire. Il y a un raidissement apparent de l'attitude de la Chine et du Vietnam, je dis bien apparent, puisque lors de la crise de mai 2014, il ne faut jamais oublier que les canaux diplomatiques entre le Vietnam et la Chine n'ont jamais été coupés. Ils se sont parlé quasiment sur une base quotidienne, et il faut bien le dire, cette crise n'a pas dégénéré, c'est en partie dû au Vietnam qui a systématiquement été proactif dans sa relation diplomatique avec la Chine pour apaiser cette tension avec la Chine. Il n'en demeure pas moins que le Vietnam est en train de moderniser lui aussi sa marine. Elle veut passer d'une marine côtière à une marine hauturière. Et donc, elle a commandé 6 sous-marins de classe Kilo à la Russie. 3 déjà ont été livrés. 3 devraient être livrés d'ici 2017. J'y reviendrai puisqu'il y a un lien avec l'Inde, je peux le dire tout de suite. D'ailleurs, les sous-mariniers vietnamiens sont formés en Inde, puisque les Indiens avaient acquis dans les années 80 les mêmes sous-marins de classe Kilo à la Russie. Donc voilà un partenariat, entre autres, qui peut être intéressant. Les frégates, etc., etc. Bon, le Vietnam, finalement, n'a pas le choix de regarder dans des alliances avec tout d'abord des pays dans la région, donc les pays de l'ASEAN, les pays de l'Asie du Sud-Est. Alors, pour l'instant, ce sont des alliances, on va dire, souples et informelles, sauf avec les Philippines. J'y reviendrai, quoi qu'on peut le dire. Par exemple, je vous ai montré tout à l'heure l'île qui était de Soussouesque. C'est intéressant puisqu'en avril 2014, les Vietnamiens ont invité 40 militaires philippins à venir passer une journée sur l'île. Et le thème de l'île, c'était bière, barbecue et plage. Et ça a été incroyablement repris d'ailleurs dans les médias chinois qui étaient assez vexés. L'idée bien évidemment était d'envoyer un message à la Chine pour dire, vous voyez, même si d'ailleurs c'est une île qui est revendiquée également par les Philippines, même si cette île est revendiquée par les Philippines, nous sommes capables de nous parler et nous sommes capables de communiquer, nous sommes capables de régler peut-être nos conflits, ce que nous n'arrivons pas à faire avec vous, la Chine. On y reviendra après. Bon, on voit bien évidemment, ça a été dit, un rapprochement très important avec les États-Unis. Important en apparence, hein, puisqu'il y a quand même des dissensions et des petits accrochages. Il y en a eu un d'ailleurs en février-mars de cette année. Depuis 2003, il existe des manœuvres conjointes militaires en marine entre le Vietnam et les États-Unis. Maintenant, c'est allié sur une base régulière. Il y a tout un tas de forums de discussion sécuritaires entre le Vietnam et les États-Unis. En 2014, les États-Unis ont levé en partie l'embargo. Alors, les Vietnamiens maintenant ont le droit d'acquérir ce qu'on appelle des armes défensives. Alors, je ne sais pas ce que sont des armes défensives, mais en tout cas, si, je sais ce que c'est que les armes défensives, mais en l'occurrence ici, ce sont des roquettes sous-marines, des systèmes de surveillance aérien et maritime principalement. Bien sûr, rapprochement avec la Russie, mais ça c'est pas nouveau. La Russie a toujours été extrêmement présente, du moins entre 1975 jusqu'à 1990 au Vietnam. Donc finalement c'est un retour au Vietnam. On l'a déjà dit, donc elle vend beaucoup d'armes aux Vietnamiens. Rapprochement avec l'Inde, là il y aura sans doute des questions, M. Gauchal pourra répondre. Et ça a été dit également, Hanoï souhaite une chose, c'est une approche multilatérale et non pas bilatérale, contrairement aux Chinois, et il veut internationaliser. Donc la question, c'est la raison pour laquelle il a porté la cause devant le tribunal international de l'Haye. 2 minutes ? Oui. Très bien, je serai dans les temps. Deuxième constat, il ne faut jamais, je l'ai déjà dit, déconnecter ce qui se passe au Vietnam en interne de cette crise externe. D'ailleurs, ce n'est pas la crise externe qui commande ce qui se passe en interne, mais souvent l'inverse. Il y a un décalage de plus en plus important, un divorce de plus en plus important aujourd'hui au Vietnam entre le parti et entre le gouvernement et la population. Et on s'est rendu compte à plusieurs reprises que, alors que le gouvernement voulait y manipuler les foules pour qu'ils aient un discours anti-chinois, très souvent et de plus en plus ça se retourne contre eux dans un discours nationaliste. Donc ça c'est une première chose, je pourrais répondre et peut-être plus développer tout à l'heure. Deuxièmement, il faut bien comprendre aussi que le Parti communiste vietnamien joue
avec cette question des paracels et des Spratleys. C'est une question géopolitique qui ne fait que renforcer sa légitimité d'une organisation, du moins d'un système politique qui est le seul, qui pourrait être le seul garant de la sécurité du Vietnam, de la sécurité territoriale. Et tout ça doit être compris aussi dans cette relation très compliquée qu'a le Vietnam avec la Chine. Alors, encore une fois, le Vietnam a des conflits avec 4 autres pays, en termes de revendications, mais c'est vraiment la question chinoise qui occupe toute la place, y compris au Vietnam. Là encore, M. Tertrais pourra peut-être développer, si vous avez des questions là-dessus, mais pour être vietnamien, il faut être par définition anti-chinois. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est quelque chose qui est très ancré profondément dans la culture vietnamienne. Voici donc, quand je parle de propagande et de capacité par le gouvernement vietnamien d'utiliser cette question pour en faire une question nationaliste, voici quelques affiches, il y en a énormément, vous en avez quand vous vous baladez dans les rues de Hanoï ou de Ho Chi Minh Ville, elles sont visibles pour la plupart. Je vous fais juste remarquer, c'est qu'on s'est rendu compte qu'à partir de 2014, la commémoration de la plupart des batailles, y compris les batailles perdues, était quelque chose qui était devenu important au Vietnam. Je connais peu de pays qui font une cérémonie pour fêter les défaites militaires. Et bien en Vietnam, on va jusque-là maintenant, puisque l'affiche qui est en bas à droite vous montre la commémoration de la défaite de 1974 au Paracel. Vous voyez, c'est ce genre de choses qu'on peut trouver au Vietnam. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion ? C'est que le Vietnam, tout comme la Chine et tout comme les autres pays, à un degré moindre, il faut bien le dire, participe à la territorialisation donc, des espaces maritimes dans cette région. Il y a un enchevêtrement des revendications maritimes au statut toujours, enfin du moins pas très clair, puisque les arguments du Vietnam ne sont pas beaucoup plus clairs que ceux de la Chine ou des autres pays. Il faut bien être conscient de ça, d'une certaine façon. Pourquoi ? Parce qu'il existe une incertitude. Alors peut-être que les juristes de cet après-midi ne sont pas d'accord avec cette analyse, mais il existe malgré tout une incertitude assez forte sur les rochers et les récifs. Là encore, tout le monde n'a pas tranché. Le Vietnam est obligé quand même de composer avec ce voisin chinois extrêmement encombrant, qui est un partenaire financier et économique fabuleux, puisque tout se passe bien de façon générale entre le Vietnam et la Chine d'un point de vue économique. J'ai dit de façon générale. Là aussi, je pourrais préciser un certain nombre de choses. Mais on voit bien que la Chine sert aussi à l'État parti, à légitimité donc son pouvoir. Les négociations sont dans une impasse, je crois qu'on est tous conscients, ça a été dit malheureusement par M. Jorlan, et ça va rester comme ça pendant encore des années. Il y a quand même 2 motifs peut-être d'espoir, c'est que je l'ai déjà dit, la Chine et le Vietnam ont déjà réussi à s'entendre en 2000 sur le golfe du Tonkin, et de plus en plus la Chine propose sur les ressources naturelles des développements conjoints, de l'exploration conjointe dans un premier temps. D'ailleurs, c'est quelque chose qui avait été déjà proposé par Deng Xiaoping dans les années 80, donc c'est pas nouveau, mais à l'époque, le Vietnam avait balayé du revers de la main cette proposition chinoise. Donc, perspective de solution négociée semble éloignée. Voilà la conclusion. Alors, elle était prévisible, mais encore faut-il le dire. Voilà. Merci.